Ok, bonjour à tous et à toutes, rebonjour. Donc voilà, on va recommencer les sessions à l'auditorium cet après-midi. Donc vont se succéder l'ensemble des filières. Donc on a déjà eu ce matin l'Académie arabe, le DGCI, le DFGA et l'UFE. Et cet après-midi, on aura l'IDAI, donc qui va commencer très bientôt, la FESP, l'IFED, un atelier CV et lettres de motivation à 15 h. Et pour finir, le département des cours de l'Institut français qui va faire sa présentation également sur les cours et les certifications de français. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Marie Godard qui représente aujourd'hui l'Institut de droit des affaires internationales qui est, je me permets de le dire, la filière historique la plus ancienne de coopération entre une université française Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'université du Caire. Voilà, je laisse la parole donc à Marie. Merci. Bonjour à tous. Il faut appuyer sur le bouton ou pas, Ariel? Il faut que j'appuie sur le bouton en parlant ou ils m'entendent? Ok. Bonjour à tous. Donc, j'ai bien été présentée. Mon nom est Marie Godard. Je représente aujourd'hui l'Institut de droit des affaires internationales qu'on appelle communément l'IDAI par son acronyme. Donc, comme vient de dire Ariel, l'IDAI, c'est donc une filière de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, ainsi que l'université du Caire. Donc, en fait, l'IDAI se trouve vraiment au sein de l'université du Caire. D'accord ? C'est une filière qui va donc préparer à une licence de droit, à la fois française et aussi au master, donc Master 1, Master 2, qui est spécialisé donc en droit des affaires internationales. Et à la fois, il permet aux étudiants d'obtenir une licence s'ils le veulent et s'ils souhaitent choisir quelques enseignements donc, de droit égyptien. On va pouvoir à la fin avoir une licence de droit égyptien et donc vous pourrez exercer le droit au sein de structures égyptiennes. D'accord ? Donc, en ce qui concerne l'entrée à l'IDAI et notamment les dossiers de candidature, donc on a une distinction entre les étudiants qui viennent d'un baccalauréat égyptien, de ceux qui viennent d'un baccalauréat français ou international, ou encore de ceux qui viennent d'un baccalauréat d'un État francophone. Donc, pour la première catégorie, les titulaires d'un baccalauréat égyptien, il va falloir donc obtenir une autorisation de l'université du Caire. Et ensuite, il va falloir prouver, démontrer un certain niveau de français. Donc là, on va attendre un niveau B2, donc avec le test DELF, ou alors on a des tests qui sont également proposés par l'Institut français du Caire. Et ensuite, donc on va avoir un dépôt de dossier de candidature, ce test de langue, et on va demander aux étudiants de passer un entretien. En ce qui concerne les titulaires d'un bac français ou international, donc là, on va également avoir un dossier, donc un dépôt de dossier de candidature, ainsi qu'un entretien, le cas échéant. Et en ce qui concerne les titulaires d'un baccalauréat d'un État francophone, alors là, on va avoir également un dépôt de dossier de candidature et un entretien qui va pouvoir être effectué au besoin par téléphone ou par visioconférence. Donc, en ce qui concerne les diplômes qui sont préparés au sein de l'IDAI, donc comme je le disais, l'IDAI prépare à un diplôme de l'université française, Paris 1. Donc, de manière générale, c'est exactement le même format que celui qu'on va avoir en France. Donc, on va avoir une licence de droit, donc qui là est de 3 ans. Donc, licence 1, licence 2, licence 3. Et ensuite, on va avoir le master, où nous, on a une spécialisation qui est en droit des affaires internationales. Ce master est décomposé en 2 années, le master 1 et le master 2. Désormais, ce n'est plus, donc, comme c'est écrit d'ailleurs sur cette présentation, la sélection ne se fait plus entre le master 1 et le master 2 pour les masters, mais en master 1, en fait, entre la licence 3 et le master 1. Donc on va avoir ce diplôme, après donc une session à l'IDAI, on va obtenir ce diplôme d'une université française, donc Paris 1 Sorbonne, et à la fois on prépare aussi donc, au diplôme de l'université du Caire. Comme je vous le disais précédemment, si vous choisissez quelques enseignements de droit égyptien, vous allez pouvoir obtenir la licence de droit égyptien qui, elle, s'obtient au bout de 4 ans.
En ce qui concerne les matières qui sont enseignées au sein de l'IDAI, donc en fait, on suit encore une fois le format français. Donc on va avoir des matières qui sont assez généralistes durant les 2 premières années de licence, afin d'obtenir vraiment un socle juridique assez solide pour les étudiants. Donc là, on va avoir une pluridisciplinarité, donc plusieurs matières. Ça va partir du droit constitutionnel à l'introduction au droit de la famille. Vraiment, là, on va avoir des matières assez généralistes pour avoir un socle commun, comme ça se fait en France. Ensuite, à partir de la 3e année de licence et du Master 1, on commence à avoir une spécialisation en droit des affaires internationales. Donc là, on va avoir des matières telles que le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit international privé. Et pour le Master 2, donc là, on va avoir 2 parcours. Soit on a le parcours contentieux à arbitrage, soit le parcours droit public des affaires. Donc c'est vraiment une surspécialisation et une mise en pratique finalement de toutes les notions qui ont été abordées jusque-là. Donc en ce qui concerne l'enseignement des disciplines à l'IDAI, donc les disciplines égyptiennes sont finalement mises en œuvre par des enseignants-chercheurs titulaires de l'Université du Caire. Et pour les disciplines françaises, on va avoir soit des enseignants-chercheurs en provenance majoritairement de l'Université Paris 1 Sorbonne, ou alors d'autres universités françaises, ainsi que des praticiens du droit français. Donc on a chaque année environ une 50aine de missionnaires qui viennent en provenance de France pour enseigner ces matières françaises. S'agissant des modalités d'enseignement, chacune des disciplines fait l'objet d'un cours magistral, d'accord ? Donc là où il y a toute la promotion qui est réunie dans un amphithéâtre. Et pour certaines des disciplines, notamment les disciplines majoritaires, qu'on appelle souvent fondamentales, on va avoir des précisions en travaux dirigés. Donc là, on a des plus petits groupes, on a des promotions de 30 ou 40 étudiants qui vont pouvoir mettre en pratique et accentuer certaines notions de droit qui sont vues lors des cours magistraux. Donc vous devez tous vous demander qu'est-ce qu'on peut faire après l'IDAI. Donc après l'IDAI, on a une insertion professionnelle, en tout cas on le voit aujourd'hui, puisque comme le disait Ariel, l'IDAI était quand même une ancienne filière délocalisée en Égypte. Donc on commence à avoir des retours, et ce depuis de nombreuses années, sur l'insertion professionnelle dans le pays. Donc on peut devenir avocat, on peut devenir juge, on peut devenir juriste au sein d'institutions administratives ou au sein de centres d'arbitrage, on peut être juriste d'entreprise, on peut également travailler dans des organisations internationales, comme quelqu'un me demandait tout à l'heure. Donc tout ça en Égypte, notamment si on a eu également le diplôme, la licence de droit égyptien, d'accord ? Et on peut également, si on le souhaite, après le Master 1 effectué à l'IDAI, poursuivre un Master 2 en France, à l'étranger ou notamment en droit privé et en droit des affaires, puisque c'est ce à quoi nous préparons nos étudiants. Et après le Master 2 aussi, vous pouvez également suivre une voie un peu plus académique et effectuer un doctorat avec un des professeurs qui enseigne au sein de l'IDAI ou un autre professeur si vous en trouvez un. Voilà, c'est tout pour l'IDAI aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Sinon, on a un petit bureau un peu plus haut où vous pouvez me poser des questions plus personnelles. Merci. Si j'ai obtenu le DELF B2, je dois passer également le test. Non. Je ne sais pas si ce micro fonctionne, mais non, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est soit le niveau B2 DELF, soit, si vous n'avez pas ce niveau, vous pouvez effectuer un test qui est proposé par l'Institut français. Mais le DELF niveau B2, c'est suffisant. Merci. D'autres questions sur l'IDAI? Oui. Alors pour le bac français, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de préciser les matières de spécialité requises pour rentrer à l'IDAI?
Donc il n'y a pas de matières de spécialité qui sont requises spécifiquement, c'est-à-dire que vous pouvez venir d'un parcours qui est plus scientifique ou d'un parcours plus littéraire. On n'a pas de conditions formelles qui sont annoncées, d'accord ? En revanche, on va faire vraiment une étude du dossier, donc c'est le dossier dans son ensemble. En ce qui concerne l'inscription au sein de l'Université du Caire, il est requis un niveau de 60% pour rentrer en fac de droit. Du côté de l'IDAI et de la Sorbonne, en fait, il faut avoir le bac, donc c'est 10 sur 20 qui est attendu, mais ce n'est pas de droit. Ça veut dire que vraiment, on va avoir une étude de dossier. D'accord ? Vous avez une question ? Non. Ok, vous n'avez pas de questions ? Il y a plus de questions ? C'est bon ? C'est bon ? Ok, mais merci beaucoup Marie. Merci. Merci à tous. Voilà, donc à la suite de l'IDAI, hop, je vous l'ouvre. C'était où le truc ? Voilà, donc à la suite de l'IDAI, nous allons vous présenter une nouvelle filière qui vient de changer de nom, qui s'appelle l'Institut franco-égyptien de droit et qui est une coopération entre l'université Lyon 3, Jean Moulin Lyon 3, et l'université de Ain Shams, qui est une filière également ancienne et également en droit. Voilà. Donc, et avec nous pour présenter ça aujourd'hui, le coordinateur français de la filière, qui est professeur Stéphane Pillet de l'université Jean Moulin Lyon 3. Merci. Alors, je corrige juste un petit truc. Et voilà, alors ça c'est bon. Elle est où celle-là ? Vous êtes tous francophones ou oui ? Tout le monde ? Y a-t-il des gens qui ne comprennent pas du tout le français dans la salle ? Super, bravo. Très bien. Bon. Et donc voilà, pour la suite du programme, à la suite de l'IFEB, ce sera la FESP, la filière d'économie et de sciences politiques de l'Université du Caire, que vous connaissez aussi peut-être. Ensuite, l'atelier CV lettres de motivation, qui sera donc tenu par moi-même et ma collègue Maya Remali de l'ambassade de France. Et enfin, on finira la journée par une présentation à 16h du département des cours de français de Alexandrie. Et c'est important parce que, comme vous l'avez vu, là par exemple pour l'IDAI, on a besoin du DELF B2 pour entrer à l'IDAI. Donc il faut bien apprendre le français, passer les certifications. Et ça se fait notamment dans les instituts français au Caire comme en Égypte. Voilà. J'en profite également pour vous sensibiliser au salon Choose France, qui est en gros le grand frère ou la grande sœur de ce salon édition spéciale Journée des filières, qui est donc un salon qui se tient chaque année à l'automne à l'Institut français d'Égypte, normalement, et qui pour le coup ne se limite pas seulement aux filières françaises en Égypte, mais qui présente aussi des universités françaises qui viennent en Égypte directement. Donc l'an dernier, on a eu par exemple plus de 25 établissements représentés, des gens qui se déplacent de France et qui viennent présenter les études en France. Voilà, et donc je vous laisse avec Stéphane Pillet. Hop. Très bien, merci Ariel. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Stéphane Pillet, je suis professeur à l'université de Lyon, l'université Lyon 3. Et je suis très heureux d'abord de venir, comme toujours en Égypte, bien sûr, puisque ça fait à peu près 10 ans que je viens m'occuper des affaires égyptiennes de Lyon, voire même un peu plus de 10 ans. Et je suis toujours très heureux aussi de venir à Alexandrie, ce qui est pour moi une occasion plus rare. Donc
Donc, je suis doublement heureux aujourd'hui. Et je suis heureux aussi de voir des jeunes futurs bacheliers qui se posent des questions sur leur avenir. Et c'est une question évidemment très importante, fondamentale que son avenir. Alors, j'ai supposé, mais peut-être je me trompe, mais j'ai supposé que si vous étiez là, c'est parce que vous étiez intéressé par des études de droit. A priori, sinon vous auriez peut-être fait une autre conférence que celle de l'IDAI et de Lyon 3. Voilà. Alors, moi, je vais donc vous présenter un petit peu notre partenariat et donc je vais vous présenter ce qu'on appelle l'IFED, c'est-à-dire l'Institut franco-égyptien de droit, qui s'appelait avant le département, je parle sous le contrôle d'Ariel, mais le département d'études juridiques francophones ou françaises, quelque chose comme ça. Voilà. Avec l'IFED, je vous en parlerai tout à l'heure, on a changé le nom, pas seulement pour le plaisir de changer les noms, mais pour essayer de mieux décrire ou de mieux dire ce que l'on fait dans notre partenariat. Alors, le partenariat qui existe est noué donc entre l'Université Lyon 3, que je représente, et l'Université d'Ain Shams, l'Université d'Ain Shams au Caire, qui a donc conclu un partenariat avec Lyon 3 depuis les années 2000. Ça a dû commencer un tout petit peu avant les années 2000, mais c'est le fruit, ce partenariat est le fruit d'une relation très ancienne entre Lyon et l'Égypte, entre Lyon et le Caire, puisque jusqu'en 1915, vous voyez, hein, c'est 1915 ou 1920, il y a eu ici à l'école royale du Caire, il y a eu un directeur qui venait et qui était professeur à Lyon. Donc voilà, il y a de grandes habitudes de coopération entre Lyon et le Caire, et c'est pour cette raison que, eh bien, finalement, Lyon a toujours souhaité rester en relation avec l'Égypte, et ce qui donne sa raison d'être à ce partenariat. Alors, c'est un partenariat qui consiste à concevoir des études de droit. Donc, c'est une filière juridique destinée à des étudiants donc, qui veulent se former au droit et qui veulent ensuite, évidemment, qui ont sans doute et qui ont le désir d'avoir un projet professionnel orienté autour des métiers du droit. Alors, à Ain Shams, je vous en parlerai plus précisément tout à l'heure, on peut dire qu'on travaille finalement pour l'ensemble, on pourrait dire, du marché du travail juridique, du monde juridique. Marché du travail qui se situe soit en Égypte, soit en France, ou du moins à l'international. Et en fait, à partir des études de droit que vous pourrez faire à la section à l'IFED, eh bien, vous pouvez, on dit, embrasser toutes les carrières juridiques. Alors, ça va des métiers que tout le monde connaît, les métiers de la magistrature, bien sûr, les métiers d'avocat, les cabinets d'avocats. Et ensuite, on peut être aussi juriste dans les grandes entreprises, dans les grandes multinationales, que ce soit les banques, les sociétés internationales. La filière débouche aussi sur les carrières un petit peu diplomatiques, puisqu'on a des étudiants qui rejoignent le ministère des Affaires étrangères égyptien pour pouvoir représenter l'Égypte dans les différents établissements égyptiens situés dans des pays, dans des zones francophones. Et puis, on peut aussi travailler effectivement dans un projet de démarche de droit, de formation au droit international, dans tout ce qui va être les organisations internationales et les ONG. Donc,
avec la filière de l'IFED, on a vraiment l'accès à l'ensemble des filières, à l'ensemble des métiers, on pourrait dire des métiers du droit. Alors, pourquoi viendriez-vous à l'IFED? Parce qu'il n'y a pas que l'IFED sur la place de l'Égypte et sur la place du Caire. Pourquoi l'IFED? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a appelé l'IFED l'Institut franco-égyptien de droit. Et on a choisi ce nom pour dire que l'IFED, ce n'est pas seulement un endroit où on fait des études de droit français. C'est un endroit où on va faire des études qui vont mélanger, qui vont réunir le droit français et le droit égyptien, pour que des étudiants, quand ils vont sortir de l'IFED, sortent avec la double, ce qu'on appelle, nous, un peu la double culture juridique, c'est-à-dire une culture juridique française, de droit français, avec les méthodes du droit français, là, le raisonnement juridique français, et puis avec les méthodes liées au droit, à la formation juridique égyptienne, et en particulier, ce qui est très important, c'est d'acquérir le vocabulaire juridique en français, bien sûr, mais aussi en langue arabe, parce que si on veut travailler en Égypte ou dans le monde arabe en faisant du droit, ben, il faut maîtriser le vocabulaire juridique arabe également. Donc, on essaye de vraiment toujours travailler sur les deux jambes. De chaque côté, au milieu, il y a la Méditerranée, et on a une jambe en Égypte et une jambe en France. Alors, le partenariat donc, se déroule il est délocalisé à l'université d'Ain Shams. Donc là, vous voyez le palais Safran, qui est le palais de l'université. Et donc, c'est sur ce campus situé à Héliopolis, dans le quartier La Basseya, que vous viendrez faire des études. C'est une université qui existe, une université publique qui existe depuis les années 50, qui comporte de très nombreux campus, dont ce campus situé à Héliopolis, où il y a la faculté de droit. Et c'est une université qui dispose d'un rang à l'international tout à fait remarquable. Puisque voilà, elle travaille beau, c'est une université très ouverte sur des activités internationales. Et pour peut-être vous donner une idée plus précise de ce qu'on peut devenir après l'IFED, eh bien, je vous propose de vous présenter un petit peu quelques anciens de l'université d'Ain Shams et anciens issus du partenariat, donc qui ont fait ce parcours à la fois fait de droit français et de droit égyptien. Voilà, on compte parmi les rangs un ancien secrétaire général de la Ligue arabe, des scientifiques qui viennent d'Ain Shams, des ingénieurs qui ont été formés dans l'un des 7 campus de l'université d'Ain Shams, un moufti de l'Égypte qui est issu de la faculté de commerce, etc., etc. Vous voyez, on peut comme ça décliner assez largement les choses, ce qui fait que l'université d'Ain Shams, voilà, est quand même aussi très implantée hein, dans les réseaux et dans le paysage égyptien. Et cette université donc comporte une faculté de droit, bien sûr, faculté de droit qui comporte 3 filières. La filière dite arabe, donc faite pour recevoir des enseignements exclusivement de droit égyptien. Une filière anglaise, où là, on a des enseignements de droit égyptien, mais qui sont dispensés en anglais. Et la section, ce qu'on appelait la section française, et ce qu'on appelle maintenant l'IFED, c'est-à-dire donc un endroit où vous recevez cette formation en droit, qui est à la fois du droit français et du droit égyptien. Et nos étudiants hein, qui sortiront diplômés de l'IFED rejoignent, grâce à ce partenariat,
en nombre très important et dans des pourcentages très importants, des fois on est presque à 60%, hein, eh bien, rejoignent les trois grands corps de l'État, que peut être le monde judiciaire, les organes du gouvernement, en particulier le Conseil d'État, et tout ce qui concerne le Parlement, qui sont des endroits où nos étudiants trouvent des débouchés de manière importante. Et pour la faculté d'Ain Shams, eh bien là encore, on retrouve des personnes, hein, qui ont tout à fait fait leur chemin, un très beau chemin en Égypte. Donc voilà, on compte quelques ministres, des personnalités du monde judiciaire. Tous ces gens-là sont sortis de la filière, de la faculté de droit d'Ain Shams. Alors l'IFED. L'IFED, donc, c'est Jean Moulin Lyon 3, dont vous voyez le bâtiment ici en France, et j'espère que ceux qui viendront faire des études à la section pourront venir ensuite finir leurs études ou faire une partie de leurs études à Lyon 3, dans ces magnifiques bâtiments dits de la manufacture des tabacs. Alors, comment se présente le programme ? Le programme se présente sous la forme donc d'un diplôme français et d'un diplôme égyptien. Alors, le programme donc va déboucher, et ça s'installe vraiment à partir de l'année prochaine avec la signature de la nouvelle convention. Va déboucher sur d'abord la délivrance du diplôme de la licence en droit égyptienne, la licence égyptienne en droit. Ça a toujours été le cas et ça reste le cas. Et à partir de l'année prochaine, le programme va déboucher sur l'obtention d'une licence, diplôme national de licence en droit français. Donc en fait, il y aura ces deux diplômes, plus un troisième diplôme qui réunit un peu les deux, qui est celui qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelait le diplôme d'études juridiques francophones, le DUEJF. Ça, c'est le niveau licence, hein, qui va maintenant se dérouler essentiellement sur les 3 premières années du programme. Ce programme débouchera sur un niveau master, qui est, comme c'est le cas maintenant en France, enfin comme c'est le cas en France depuis longtemps, il va se décliner en 2 années, une année de Master 1, qui sera aussi à Ain Shams, donc qui permettra de délivrer le niveau Master 1, diplôme national Master 1, et ensuite on a un Master 2, hein, de droit public des affaires, qui est délocalisé à Ain Shams, donc on peut rejoindre, mais la filière permet, surtout l'objectif de la filière, c'est de permettre à un certain nombre d'étudiants de pouvoir rejoindre la France pour suivre un master à Lyon 3 dans un des faire leur dernière année d'études de Master 2 en France. Et évidemment, dans ce cas-là, cela se passe pour les étudiants qui vont être les meilleurs, qui sont sélectionnés pour venir en France et qui obtiennent en général une bourse Eiffel, bourse d'excellence Eiffel ou bourse Tartawi pour la bourse de l'Institut, et des bourses que Lyon 3 a, notamment parce qu'on participe à un certain nombre de programmes européens qui nous permettent de délivrer aussi des bourses. Les mauvaises années, on pourrait dire qu'il y a autour de 3-4 étudiants, et puis les bonnes années, il peut y en avoir 5, 6, 7 qui sont en Master 2 à Lyon 3. Et ce Master 2, évidemment, délocalisé ou à Lyon 3, peut ensuite permettre, si on a bien réussi, de continuer en thèse, en doctorat à Lyon 3. Et on a aujourd'hui un certain nombre d'Égyptiens qui sont à Lyon 3 pour faire leur doctorat, avec une direction soit française, soit une direction franco-égyptienne. Ça, c'est les racines de la coopération, mais je vous en ai parlé.
en fait, c'est parce que les droits français et les droits égyptiens sont un petit peu cousins, sont un petit peu... Voilà, c'est des juristes français, lyonnais, et des juristes égyptiens, en particulier, peut-être que vous le connaissez, Sanouri, qui ont travaillé à l'élaboration du Code civil égyptien, sur le modèle un petit peu sous l'inspiration du Code civil français, et puis qui ont travaillé aussi à la réflexion sur l'État, sur la constitution égyptienne et sur le droit constitutionnel égyptien. Et Sanouri a établi des relations très proches avec la France, puisqu'il a fait sa thèse de doctorat avec Édouard Lambert à Lyon 3 en 1921. De manière plus récente, voilà quelques anciens étudiants qui sont issus de la filière, c'est-à-dire soit qui ont fait leur master en France, soit qui ont fait leur master 2 de droit public délocalisé à Ain Shams, dans les cabinets d'avocats. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux à travailler, soit en Égypte, soit, pour certains, ailleurs dans le monde. On compte dans les rangs de l'IFED, des anciens de l'IFED, beaucoup de magistrats. Vous voyez. Des représentants dans les grands cabinets d'avocats, avec Chérif El Atafi, qui est le directeur, qui est maître de conférence à l'université d'Ain Shams et qui est le directeur adjoint du programme. Donc, si vous venez à Ain Shams, eh bien, vous le verrez, parce qu'il s'occupe beaucoup et très bien des étudiants. Vous voyez, le panel, donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'échantillon, est assez large. Et peut-être une particularité encore plus marquée du partenariat, c'est qu'il a aussi pour objectif de former des enseignants, des juristes, qui deviendront enseignants donc à Ain Shams. Chérif El Atafi est l'un d'entre eux, mais on a aussi Khadiga Hafez, qui est une maître de conférence maintenant à Ain Shams et qui est issue de l'IFED. Yousra, qui est maître de conférence, qui a terminé sa thèse il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc voilà un peu l'esprit dans lequel on a souhaité travailler, véritablement pouvoir offrir aux étudiants qui viennent à l'IFED eh bien, la possibilité d'un avenir professionnel hors des frontières de l'Égypte, mais aussi en Égypte, dans les grandes institutions ou dans les grands domaines d'activité que sont l'Égypte. Je pense que je peux m'arrêter là. Et bien sûr, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Quels sont les critères d'admission pour le bac français? Les critères d'admission pour le bac français sont en fait les étudiants qui entrent à Ain Shams, les étudiants de l'IFED entrent à Ain Shams, c'est-à-dire que vous êtes d'abord inscrit à Ain Shams et une fois que vous êtes inscrit à Ain Shams, vous êtes inscrit à Lyon 3. Donc en fait, la procédure qui est en place, c'est que votre bac français doit être en quelque sorte converti en un bac égyptien au niveau des notes pour voir après comment vous vous êtes classé parmi les bacheliers et ensuite vous êtes affecté aux différentes filières
Une fois que vous êtes affecté à une faculté de droit, à la faculté de droit d'Ain Shams, eh bien là, il y a une sélection qui consiste à vérification du niveau de langue, mais avec un bac français, vous êtes automatiquement attesté niveau de langue B2, bien sûr. Et ensuite, il y a un oral, ou une épreuve orale, un entretien, voilà, qui permet aussi de voir la motivation et d'intégrer, dans ce cas-là, la filière de la proprement parler, de l'IFED. Fias Ilatania. C'est bon? Pas d'autres questions? Eh bien, c'est que tout a été clair alors. C'est que tout a été clair. Merci beaucoup, Monsieur Pillet. Merci à vous. Bonne après-midi. Super. Voilà, merci beaucoup. Et alors, on va donc poursuivre notre série de présentations avec la filière d'économie, la filière francophone d'économie et de sciences politiques à l'université du Caire, qui est donc également de nos partenariats les plus anciens entre l'université du Caire et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà, donc je vais vous laisser avec le professeur Shahir Zaki, qui est donc professeur à l'université du Caire et directeur de la filière d'économie et de sciences politiques depuis maintenant quelques années. Voilà. Merci beaucoup Ariel. Donc ravi d'être en Alexandrie et participer donc au salon de l'étudiant. Donc je vais vous présenter ce qu'on fait à la FESP, à la filière francophone d'économie et de sciences politiques. Et puis n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc comme Ariel l'a dit, la filière francophone d'économie et de sciences politiques, c'est une filière à l'université du Caire, qui est une université publique. Et nous avons un partenariat avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne, on a d'autres partenaires comme Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble, Montand, l'université Saint-Joseph. Mais vraiment, Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne, c'est notre partenaire principal puisqu'il y a une double diplomation, alors qu'avec les autres établissements, c'est juste des accords de mobilité étudiante, ce qui veut dire que vous pouvez passer un semestre à Sciences Po Paris ou Montand ou Reims, etc. Donc, au sein de la faculté d'économie et de sciences politiques, en général, vous avez deux diplômes, donc un diplôme égyptien qui est celui de l'université du Caire et un diplôme français qui est celui de Paris 1. Donc, c'est la licence d'économie ou de sciences politiques de Paris 1 et puis ce qu'on appelle le baccalauréat, donc qui est une formation de 4 ans de l'université du Caire. Et en plus de ça, les étudiants aussi peuvent obtenir le M1, donc qui est la première année de master en économie ou en sciences politiques de Paris 1, en 4e année aussi. Je vais clarifier ça tout de suite. Et après le M2, soit vous le faites depuis le Caire, ou bien si vous voulez, vous pouvez partir en France avec ou sans bourse. Donc ça c'est notre cursus. Quand vous le voyez, nous avons pour le baccalauréat d'une part de l'université du Caire, où on a une première année qui est une année de tronc commun, ce qui veut dire que vous avez des cours d'introduction à la macro, à la micro, à la statistique, introduction au droit, aux maths, applications informatiques et ainsi de suite. Donc c'est une année plutôt générale. Et après, à la fin de cette année, les étudiants choisissent soit de se spécialiser en économie ou bien en sciences politiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle la spécialité majeure. Et après, en 3e année, l'étudiant choisit une spécialité mineure. Donc, si par exemple, je choisis économie comme spécialité majeure, je peux avoir comme spécialité mineure sciences politiques, statistiques, administration publique ou bien application informatique aux sciences sociales. Et en 4e année, on poursuit donc la même spécialité majeure et la même spécialité mineure. Et à la fin de la 4e année, on obtient le baccalauréat, qui est l'équivalent du M1 dans le système français. En parallèle, il y a la licence de Paris 1. Donc, pour pouvoir obtenir la licence de Paris 1, il faut
d'abord valider l'ensemble des cours de la FESP, ce qui veut dire valider l'ensemble des cours de l'Université du Caire, et en plus des cours de l'Université du Caire, valider 4 cours supplémentaires de Paris 1. Et donc, à la fin de la 3e année, vous obtenez la licence soit d'économie, soit de sciences politiques de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et en 4e année, depuis 2018, on a le M1 et le M2 d'économie. Et à partir de la rentrée de 2023, le M1 de sciences politiques sera mis en place. Et donc, pour la 5e année, après le M1, en général, durant cette année de M1, je vais en parler avec plus de détails, nous aidons les étudiants pour qu'ils préparent leur dossier afin de partir en France. Et par la suite, ils vont faire le M2 à Paris, ou bien d'autres, s'ils n'obtiennent pas de bourse, ou bien s'ils n'ont pas les moyens pour financer leur séjour en France, ils peuvent faire le M2 de Paris 1 depuis le Caire. Donc c'est un M2 en économie de développement, et on va avoir un M2 en sciences politiques aussi, à partir plutôt de la rentrée de 2024, puisque le M1 commence en 2023, en régime politique comparé. Donc, quels sont les atouts de la filière francophone? D'abord, c'est une formation trilingue, donc nos étudiants peuvent parfaitement travailler dans des domaines en langue française, anglaise ou arabe, puisque 70% des cours sont en français et puis 30% en anglais et en arabe, puisque c'est de l'économie et de la science politique, donc des sciences sociales. Il y a une bonne partie des cours qui se concentrent surtout sur la méthodologie en sciences sociales, et donc ce sont des cours de conférences de méthode en économie, en sciences politiques, en histoire, et ce qu'on appelle un cours donc de méthodologie de français à objectifs spécifiques, parce que vraiment, ces cours donc ont lieu durant les 2 premières années, en L1 et en L2, pour former les étudiants, surtout dans le domaine de recherche en sciences sociales, puisque une bonne partie de l'évaluation se fait sur des exposés et des dossiers de recherche. On accueille en moyenne une trentaine d'enseignants-chercheurs, des professeurs visiteurs, donc principalement de Paris 1, mais aussi d'autres universités comme Paris-Dauphine, comme Sciences Po Paris, comme Sciences Po Grenoble, qui viennent donner des cours. Et donc ce sont des missions d'enseignement intensives qui durent une semaine, donc 12 heures de cours en une semaine. Et puis les étudiants doivent préparer et étudier donc ce qu'ils ont vu pendant la mission. Et après, il y a un examen qui a lieu en général 2 semaines après la mission, qui est préparé et corrigé par le professeur visiteur. Un 4e atout, c'est lié à la double diplomation, puisque comme je l'ai dit, les étudiants obtiennent 2 diplômes nationaux, un diplôme parfaitement égyptien qui est celui de l'Université du Caire. Donc vous pouvez travailler en Égypte une fois que vous terminez vos études, ou bien obtenir un diplôme, et obtenir en même temps un diplôme français qui est celui de la licence d'économie, et après le M2, et donc comme si vous étiez en France pendant 3 ans à la Sorbonne elle-même, puisque c'est le diplôme de la Sorbonne. Puis, comme je l'ai dit, dans la plupart de nos cours, il y a une bonne partie qui est liée à la méthodologie, et donc il faut qu'il y ait vraiment un suivi pour les étudiants, et c'est la raison pour laquelle les effectifs ne sont pas très élevés à la FESP. Donc nous accueillons maximum entre 60 et 75 étudiants par an, et après, en première année, ils sont répartis en 2 groupes, d'une trentaine à peu près chacun des 2 groupes. Et après, à partir de la 2e année, ils sont répartis en 2 promotions, économie et sciences politiques. Donc de nouveau, une trentaine, quarantaine par promotion. Et puis, en 4e année, il y a un soutien très important pour les étudiants qui souhaitent partir faire leur M2 en France. Donc, on les aide à préparer leur dossier de bourse, soit la bourse Eiffel, qui est une bourse d'excellence, soit la bourse Tahtaoui, donc qui est la bourse financée par l'Institut français d'Égypte, ou bien le gouvernement français lui-même. On les aide à préparer leur CV, l'aide de motivation, leur projet professionnel et ainsi de suite. Et on est chanceux à la FES parce qu'en général, on a le plus de bourses en Égypte
des bourses Eiffel, je veux dire. Donc, en moyenne, on obtient entre 8 et 10 bourses par an en économie et en sciences politiques. Et puis, un dernier point, comme je l'ai dit, si un étudiant n'a pas obtenu de bourse ou bien s'il n'a pas les moyens de s'autofinancer, c'est-à-dire pour financer ses études lui-même ou bien ses parents, donc il peut faire le M1 et le M2 depuis le Caire sans partir en France, comme s'il était parti en France. Et donc, c'est un M1 et M2 en économie de développement qui est en anglais, parce que le master lui-même, il est en anglais à Paris, et un M2 et un M1, M2 aussi en sciences politiques et en régime politique comparé. Quels sont les débouchés après, je veux dire, qu'on termine les études d'économie ou de sciences politiques? Donc d'abord, pour les deux, évidemment, les organisations internationales restent un des débouchés très importants. Donc il y a les diplômés de la FESP qui travaillent à la Banque mondiale. Par exemple, l'économiste en chef de la Banque mondiale en Égypte maintenant, c'est une diplômée de la filière. L'économiste en chef du Fonds monétaire international qui s'occupe de l'Afrique à Washington, elle est diplômée de la filière aussi. Il y a 2 économistes qui travaillent à l'Organisation mondiale du commerce, au Bureau international du travail. D'autres qui travaillent dans des organisations internationales plutôt de nature politique, comme le UNODC, donc des drogues et de crimes. UNICEF de même. Donc vraiment, une bonne partie des diplômés de la filière travaillent dans des organisations internationales. D'autres qui font donc une carrière de diplomate, ce qui veut dire qu'ils peuvent passer le concours de diplomatie pour devenir après ambassadeur ou ambassadrice. Et évidemment, on peut passer le concours de diplomatie avec n'importe quelle formation, si on a fait une formation de médecine, d'ingénierie. Mais pourquoi les étudiants de la FESP en général, ils sont privilégiés, je vais dire, à cet égard? Parce qu'une bonne partie des cours qui sont demandés pour le concours d'examen du ministère des Affaires étrangères, en fait, les étudiants les font à la FESP, comme par exemple les cours d'économie internationale, d'organisation internationale, de régime diplomatique et consulaire, comme droit international. Donc tous ces cours font partie du cursus de la FESP. Et par la suite, une fois que les étudiants se présentent au concours de diplomatie, ils sont déjà très familiers avec ces cours et très à l'aise, aussi bien dans l'écrit qu'à l'oral. Troisième débouché, c'est la haute fonction publique. Donc il y a plusieurs diplômés aussi qui travaillent dans différents ministères, que ce soit donc principalement, je vais citer 5 ministères, donc le ministère des Finances, le ministère de Planification et du Développement économique. Quelques-uns travaillent aussi au ministère de Solidarité, au ministère de la Coopération internationale et la Banque centrale égyptienne. Donc maintenant, on a, je pense, 4 économistes qui travaillent à la Banque centrale égyptienne dans différentes unités. Et en fait, la plupart de ces diplômés, ils travaillent dans ce qu'on appelle donc les bureaux techniques des ministères, ou bien ce qu'on appelle en arabe al-makatib al-fanniyya lil-wuzarat. Puis, quatrième débouché, et ça c'est un petit peu similaire à ce que font nos collègues au DGCI, c'est dans le secteur bancaire et donc la finance, donc soit dans des fonds d'investissement, la bourse, le secteur bancaire au sens large du terme. Puis les multinationales, donc les multinationales comme Orange, comme Procter & Gamble aussi, il y a quelqu'un qui y travaille, comme AXA, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, nos étudiants, ils sont très privilégiés, surtout dans les multinationales qui ont besoin de quelqu'un qui maîtrise aussi bien l'anglais que le français que l'arabe. Et donc, ça reste un des débouchés importants. Dans une moindre mesure, il y a quelques-uns qui travaillent dans les médias et le journalisme. Donc, par exemple, on a 2 diplômés de la FESP qui travaillent maintenant dans le domaine du cinéma,
Et pourquoi cinéma avec économie et sciences politiques? Parce qu'en fait, la science politique, vraiment avec sa dimension, on va dire, philosophique, elle aide à former vraiment des metteurs en scène ou bien des directeurs ou bien des scénaristes qui sont vraiment très compétents. Et puis, dans le journalisme aussi, pourquoi économie et sciences politiques en journalisme et pas, par exemple, la faculté de communication? Parce qu'en fait, justement, quand c'est du journalisme dans le domaine politique ou bien dans le domaine économique, quand vous maîtrisez bien la terminologie, quand vous comprenez bien les mécanismes et la théorie sous-jacente, ça vous aide vraiment à faire ce qu'on appelle donc de la vulgarisation scientifique, ce qui veut dire que vous allez présenter quelque chose de très scientifique, mais qui est très accessible à tout le monde. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a fait des études de communication par rapport à quelqu'un qui a fait des études d'économie et de sciences politiques. Et évidemment, le dernier débouché, c'est l'enseignement et la recherche. Et donc, il y a pas mal qui terminent donc leur master et après qui poursuivent une thèse de doctorat en France ou dans d'autres pays, principalement en France, et après qui travaillent comme enseignant-chercheur, ce qui veut dire enseignant, donc il va devenir un professeur d'université, à l'université du Caire ou bien dans d'autres universités. Donc, par exemple, il y a quelques-uns qui ont fait leurs études à la FESP et maintenant ils sont des professeurs à l'université américaine du Caire, à l'université britannique du Caire aussi, et à la nouvelle université qui se trouve donc dans la nouvelle capitale administrative. D'autres qui travaillent dans des centres de recherche, et donc il n'y a pas beaucoup de centres de recherche en Égypte, mais dans les centres de recherche qui existent, la majorité en fait, elle est diplômée de la FESP. Donc il y a par exemple l'Economic Research Forum, c'est un centre de recherche au Caire. Il y a le Egyptian Center for Economic Studies, le centre de recherche pour les études politiques et stratégiques de l'Ahram. Et donc des centres de recherche où vous faites soit de la recherche académique, c'est-à-dire vraiment de la recherche pour publier après des articles dans des revues scientifiques, ou bien ce qu'on appelle en anglais du Policy Oriented Research, ce qui veut dire donc de la recherche plutôt opérationnelle, c'est-à-dire que vous allez par exemple travailler, je ne sais pas, à l'AFD, l'Agence française du développement, et l'AFD est en train de mettre en place un projet en Égypte pour la rénovation, je ne sais pas, du métro souterrain par exemple, et donc il faut toute une recherche derrière ce projet, et donc ce sont ces chercheurs qui travaillent sur ça. De plus en plus maintenant, avec ces débouchés, il y a d'autres qui travaillent dans des organisations non gouvernementales, donc dans des ONG, qui travaillent dans le domaine de développement partout en Égypte, surtout en Haute-Égypte, et qui ont vraiment des activités de développement très tangibles sur le terrain. Les cours, comme je l'ai dit, donc, en première année, c'est un cours de tronc commun où on étudie la micro, la macro, le droit, maths, stats, gestion. Et après, en L2, on choisit la spécialité majeure en économie ou en sciences politiques. Et évidemment, quand on choisit la spécialité majeure en économie, ce sont des cours d'économie de travail, économie internationale, macro, avancé, micro avancé, et ainsi de suite. En sciences politiques, c'est plus donc des cours de relations internationales, de théorie politique, de régime politique comparé, d'histoire des relations internationales. En troisième année, on choisit la spécialité mineure, et donc il y a 4 spécialités mineures par rapport à la spécialité majeure. Donc, comme je l'ai dit, donc, soit si par exemple on choisit l'économie comme spécialité majeure, alors la spécialité mineure serait sciences politiques, administration publique, statistique ou informatique, donc application informatique aux sciences sociales. Et en général, il y a un cours de spécialité mineure par semestre, à partir de la 3e année, ce qui veut dire qu'enfin, chaque étudiant, il va avoir 4 cours dans le domaine de sa spécialité mineure. Quelles sont les conditions d'admission? Donc pour les gens qui sont titulaires d'un bac égyptien, il faut avoir le pourcentage qui est requis pour l'admission à la faculté d'économie et de sciences politiques. Et ça, c'est le score qui est
déterminé par le Bureau central des admissions, ou bien Maktab al-Tansi. Un point important, si vous venez d'Alexandrie et que vous êtes admis à la faculté d'économie ou de sciences politiques de l'Université d'Alexandrie, on peut effectuer un transfert de l'Université d'Alexandrie vers l'Université du Caire parce qu'il n'y a pas de filière francophone en Alexandrie. Et donc, c'est le cas, par exemple, de Farah, qui est avec nous aujourd'hui, qui venait d'Alexandrie et maintenant qui est avec nous à la FESP aujourd'hui. Si vous êtes titulaire d'un bac égyptien, il faut avoir le DELF B2 et il faut réussir l'évaluation écrite et orale pour pouvoir intégrer donc l'évaluation écrite pour pouvoir intégrer la filière francophone Université du Caire et après l'évaluation orale pour pouvoir intégrer le double diplôme avec Paris 1. Ce qui veut dire que si par exemple vous avez réussi l'évaluation écrite mais que vous n'avez pas réussi l'entretien oral, dans ce cas vous serez inscrit à l'Université du Caire mais sans pouvoir vous inscrire à l'Université de Paris 1. Vous pouvez repasser l'oral l'année suivante, mais l'évaluation écrite, c'est une seule fois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment réussir l'évaluation écrite, parce que si vous êtes admis à la faculté d'économie et de sciences politiques et que vous ne réussissez pas l'évaluation écrite, vous allez dans ce cas intégrer la filière arabophone, ou anglophone. Mais il faut après voir les conditions d'admission à la filière anglophone. L'évaluation écrite, elle a lieu en général fin août, donc il y a 2 sessions, et c'est organisé par l'Institut français d'Égypte, au Caire et en Alexandrie, le même jour, la même heure, la même épreuve, et donc vous pouvez passer l'évaluation écrite n'importe où, mais après, pour l'entretien oral, il faut venir au Caire à la faculté d'économie et de sciences politiques. Pour les titulaires d'un bac français, on n'a pas de quota. Donc, auparavant, il y avait un quota, 5% de la promotion totale. Maintenant, il n'y a plus de quota. On ne demande pas le DELF B2, évidemment parce que c'est un bac français, mais par contre, il faut réussir l'évaluation écrite et l'évaluation orale comme le bac égyptien, et il faut avoir une moyenne générale qui est supérieure à 13,45, plus précisément. Parce qu'il y a parfois des étudiants qui ont vraiment 13,45, 46, et donc dans ce cas, dans le système égyptien, on peut faire l'approximation et ça devient 13,5. Pour les droits d'inscription, donc le diplôme égyptien, il coûte en moyenne 25 000 livres par an, mais ça peut varier en fait d'une année à l'autre. Pourquoi? Parce que nous avons un système des heures de crédit, ce qui veut dire que l'étudiant paye les droits des cours qu'il va prendre. Donc si par exemple, moi ce semestre, je vais prendre 4 cours et on va dire que le cours coûte en moyenne 3 heures de crédit, donc dans les 1800, donc je vais payer 3 fois 1800. Si le semestre d'après, je vais prendre 7 cours, donc je vais payer 7 fois le nombre de crédits de chaque cours. C'est la raison pour laquelle que ces droits d'inscription sont en moyenne par an 25 000 livres égyptiens. Et évidemment, les droits que vous payez en L1, ce sont les droits qui restent fixes jusqu'à la fin. Donc si par exemple, pour la rentrée de 2022, la faculté a annoncé que les droits d'inscription seront 24 000, donc vous allez payer pendant les 4 ans 24 000. Même si l'année d'après ça change pour les promotions qui commencent, pas pour les promotions qui sont déjà à la fac. La licence de Paris 1, donc c'est 1 900 sur 3 ans, donc 170 € en L1, 840 en L2 et 840 en L3. Après, le M1 et le M2, ils sont un peu plus chers, donc 1 200 € et 1 400 €. Et en fait, ces droits sont payés directement à Paris 1 en ligne, ça ne passe pas par la FESP. Donc ça, c'est au niveau des droits d'inscription. Puis là, c'est le site de la FESP si vous voulez plus de détails, les coordonnées. Et puis ça, c'est mon email. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je peux m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, je vais répondre avec plaisir. Merci.
Les frais de l'Université du Caire sont payés par semestre, oui, mais les frais de Paris 1 sont payés une fois par an, au début de l'année. Donc les euros doivent être réglés une fois pour toutes, au début de l'année, mais après, pour l'Université du Caire, vous payez une fois avant les examens du premier semestre et une fois avant les examens du second semestre. Merci. Merci beaucoup, Shahir, merci beaucoup. On va enchaîner sans plus attendre pour notre avant-dernière présentation de la journée, qui est donc la présentation CV et lettres de motivation, qu'on va donner ensemble. Donc moi-même, je me présente Ariel Kobé. Je suis donc chargé de coopération universitaire à l'ambassade de France en Égypte. Et pour m'accompagner aujourd'hui, donc Aya Ashraf, qui est responsable Campus France Égypte. Voilà. Donc, on ouvre ça. Sinon, il est peut-être là. Ça soit. Voilà. Alors, donc, vous êtes toutes et tous francophones. On n'a pas du tout besoin de parler en arabe. Peut-être qu'on pourra parler un petit peu en arabe pour se faire mieux comprendre. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, à poser vos questions en arabe également. Aya est là pour y répondre et moi aussi. Donc, pourquoi déjà une présentation CV et lettres de motivation? Donc, comme vous le savez, on s'occupe aujourd'hui, on présente aujourd'hui un ensemble de formations qui se distinguent par leur caractère double diplômant, avec des partenaires français, des universités françaises qui délivrent leur diplôme en Égypte. Donc c'est forcément très bien pour vos diplômes, c'est une ouverture sur l'international. Il faut aussi le voir comme un moyen de s'insérer dans le réseau français de manière générale. Et c'est là où avoir une formation sur CV lettres de motivation, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que... Ça marche? Hop. Voilà. Donc, Aya et moi, enchanté. Donc voilà, je disais... Beaucoup de filières que vous avez vues tout au long de la journée ont des partenaires français. Université de Poitiers, ESC Clermont, Rennes Business School, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean Moulin Lyon 3, Poitiers une fois encore, et l'Université française d'Égypte qui a de nombreux partenariats. Vous allez avoir besoin de CV et lettres motivation, 1, pour postuler à ces filières-là. 2, pour postuler à des études en France. Parce que toutes ces filières-là vous proposent, à un moment de votre scolarité, de partir en France. Alors, tout le monde ne part pas, et c'est là où il y a un processus de sélection qui se fait notamment à travers votre CV et de votre lettre de motivation. Parce qu'à un moment, vous avez tous plus ou moins les mêmes notes, et la différence, elle se fait sur CV et lettre de motivation. Donc, postuler aux filières, partir en France. Pour partir en France, vous aurez peut-être besoin de bourses. Les bourses, la bourse Tartaoui, dont on s'occupe à l'ambassade de France, comme la bourse Eiffel, qui est une bourse qui est directement gérée par le ministère des Affaires étrangères en France. Ces deux programmes de bourse nécessitent de présenter un dossier avec CV, lettre de motivation. Enfin, dernière raison pour laquelle vous allez avoir besoin de CV et de lettre de motivation, c'est pour postuler ensuite à votre premier emploi. Et au même titre que entre 40 et 60% des diplômés des filières sont nos lauréats de nos programmes de bourse. Donc en fait, il faut bien comprendre que lorsque vous entrez dans les filières, vous avez un accès privilégié au programme de bourse. Comme Shahir le disait, 8 à 10 diplômés de la FESP ont des bourses
Eiffel ou Tartawi. C'est la même chose pour l'ensemble des filières. Donc en fait, vous entrez dans ces filières-là, il va falloir faire des CV et des lettres de motivation. Okay, et pareil, être diplômé de ces filières-là en Égypte, ça vous offre les portes des entreprises françaises en Égypte. Elles sont plus de 150 filiales françaises en Égypte qui représentent en gros 50 000 emplois. À chaque fois que vous postulez à une entreprise, vous donnez CV et lettre de motivation. Une entreprise française, elle attend un type particulier de CV et lettre de motivation. Il y a une sorte de culture française, comme il y a une culture anglo-saxonne ou allemande, du CV et de la lettre de motivation. Donc l'atelier qu'on vous donne aujourd'hui, c'est aussi pour les filières, mais aussi tout au long de votre scolarité, vous allez avoir besoin de faire des CV et de lettres de motivation sur le modèle français. Voilà, ça c'est mon premier point, en finissant par France Alumni Égypte, qui est la plateforme sur laquelle vous allez avoir les offres d'emploi, de stage qui émanent des entreprises françaises en Égypte. Donc voilà, pour vous donner un petit peu toute la filière, je vous invite à liker France Alumni Égypte sur Facebook. Voilà, peut-être, Ayas, tu veux continuer? Oui, donc là, je préfère parler en arabe et en français en même temps, comme ça, tout le monde va comprendre ce que je veux dire. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions à la fin en français, en arabe, comme vous voulez. زي ما أريال قال من شوية، أنا اسمي آية أشرف، المسؤولة عن كامبيوس فرانس، اللي هو أصلاً المنظمة المسؤولة عن الدراسة في فرنسا للتعليم العالي، اللي هو بنتكلم في ليسانس وماستر ودكتوراه. أي حد عايز يقدم على جامعات في فرنسا، التقديم بيبقى من خلال كامبيوس فرانس، وكمان التقديم على فيزا للدراسة في فرنسا بيكون من خلال كامبيوس فرانس أول خطوة فيه. زي ما أريال قال من شوية إنه من ضمن الأوراق المطلوبة وأنتوا بتقدموا على جامعات في فرنسا أو على منحة للدراسة في فرنسا، هو طبعاً إنه لازم يبقى فيه CV ولاتر موتيفاسيون، ودول من أكتر الحاجات اللي الجامعات بتبص عليها بجانب الدرجات. يعني مش بس هيبصوا على الريليفي نوت بتاعكم، هيبصوا كمان على الموتيفاسيون والسي في بتاعكم. فعلشان ألخص لكم الدور بتاع كامبيوس فرانس، فالرول إسينسيال دو كامبيوس فرانس سي دانفورمي لي ستوديون سور لي ستوديون ان فرانس، يعرف الطلبة ايه هو نظام التعليم العالي في فرنسا وايه الجامعات اللي ممكن يقدموا فيها وازاي يختاروا الجامعات اللي عايزين يدرسوا فيها. كمان بيساعدهم ان هم لو مش متاكدين من الدومين ديتود بتاعهم، لو مش عارفين ازاي يختاروا جامعات، on est là pour orienter les étudiants, c'est-à-dire pour les aider à choisir les formations en France. Aussi on est là pour accompagner les étudiants tout au long de la procédure، يعني احنا معاكم علشان نساعدكم في التقديم للجامعات في فرنسا، وكمان في التقديم على فيزا، وفي الخطوات اللي محتاجين تعملوها أول ما بتوصلوا فرنسا. وأخيراً بنعمل كذا سيشن بنشرح فيها الورق المطلوب للفيزا والحاجات المطلوبة أول ما بتوصلوا فرنسا. بشكل سريع أعرفكم على نظام التعليم العالي في فرنسا. هو نظام بنسميه بالفرنسي سيستم LMD، L pour licence، M pour master et D pour doctorat. يعني كمان هو نظام بنسميه 3+2+3، اللي هو 3 سنين عشان تدرس ليسانس في فرنسا، 2 عشان تحصل على الماجستير، ومينيمم 3 سنين علشان تحضر دكتوراه. ده النظام اللي بنسميه بالفرنسي ديبلوم ناسيونال، يعني دي الشهادات الحكومية اللي معترف بيها من الدولة الفرنسية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي كله، وكمان معترف بيها في مصر لما ترجعوا تقدروا تعادلوها بمنتهى السهولة. ده النظام اللي منلي بشكل أساسي بيبقى موجود في اليونيفرسيتي أو في الجامعات، وده هتلاقوا الجامعات موجودة في كل المدن الفرنسية على التريتوار الفرنسي كله، في جامعات فيها أغلب مجالات الدراسة. ده ما يمنعش إنه في مؤسسات تعليم تاني في فرنسا زي مثلا جراند إيكول والانستيتيو، دي ممكن تكون برضو مؤسسات تقدروا إن أنتوا تقدموا فيها على الدراسة في فرنسا، بس ما بتكونش لكل الدومين ديتود، بتكون لمجالات معينة. زي مثلا الإيكول جراند إيكول في فرنسا بتكون مينلي للهندسة، الإيكول داركتكتور بتكون مينلي عمارة والاركتكتور. وكمان في انواع شهادات تانية زي الدي يو تي او البي يو تي، دي تبقى شهادات لمدة 2 بس تقدروا تدرسوها، وبعد كده تقدروا تشتغلوا، او تقدروا بعد كده تكملوا ليسانس، او تقدروا تدخلوا جراند إيكول. هكلمكم دلوقتي بشكل سريع عن المعيشة في فرنسا. يعني انتوا بس
علشان تسافروا لازم تحطوا في اعتباركم حاجات كتيرة غير الجامعات اللي انتوا بتقدموا عليها. لازم كمان تحسبوا البيدجي بتاعكم وتعرفوا وانتوا مسافرين انتوا محتاجين البيدجي بتاعكم يكون قد ايه، سواء هيكون معاكم بورس او منحة او هتسافروا على نفقاتكم الشخصية. اول حاجة بنبص عليها هي الفيز او المصاريف او الفخي دو فورماسيون بتاعتكم. طبعا الفخي بتختلف من جامعة بوبليك لجامعة بريفيه، وبتختلف من السنة الدراسية أو برنامج الدراسة، سواء ليسانس سواء ماستر سواء دكتوراه. من كام سنة المصاريف الدراسة في فرنسا كانت المفروض إن هي 170 يورو للليسانس وتقريبا 240 يورو للماستر. بس آخر كام سنة في قرار طلع إنه الطلبة الأجانب اللي هو معهمش جنسية الاتحاد الأوروبي أو الجنسية الفرنسية المصاريف المفروض إن هي بقت 2700 يورو في السنة تقريبا للليسانس و3700 يورو تقريبا للماستر. ده برضو بيظل نسبة قليلة جدا من المصاريف الفعلية اللي بتتحملها الحكومة الفرنسية لكل طالب يدرس في فرنسا، واللي هو يعادل 14000 يورو في السنة. ومع ذلك مش كل الجامعات طبقت الزيادة دي اللي هي وصلت ل 2700 أو 3700 يورو. في جامعات لسه بتطبق النظام القديم، وكمان في جامعات بتدي اكزونراسيون أو إعفاء من المصاريف دي بحيث أنتوا تدفعوا المصاريف القديمة، وده اللي هنكلمكم عنه كمان شوية في الجزء الخاص بالمنح. كمان وانتوا بتختاروا مدينة الدراسة بتاعتكم في فرنسا لازم تاخدوا في الاعتبار إن في مدن العيشة فيها بتكون أغلى من مدن تانية، زي مثلا باريس بتبقى المدينة الأغلى للمعيشة في فرنسا، فتقريبا بتحتاجوا الميزانية بتاعتكم بتكون في حدود 1000 يورو أو أكتر في الشهر عشان تقدروا تاكلوا وتشربوا وتسكنوا وتدفعوا المواصلات. بس في مدن تانية بتكون أرخص كتير من باريس، زي بنقول عليها البروفنس، وتبقى في حدود مثلا 600-700 يورو في الشهر تقدروا برضو تعيشوا في المدينة دي. حاجة تانية تاخدوها في الاعتبار برضو هو السكن أو الأكوموديشن أو اللوجمان بتاعكم، لأن في سكن بيبليك وسكن بريفي. البيبليك ده زي مثلا سيتي يونيفرسيتير زي كروس اللي هي السكن اللي الحكومة بتقدمه أو الجامعة، وفي سكن بيكون خاص، وده الاتنين بيكونوا كويسين جدا، بس طبعا الخاص بيكون أغلى من البيبليك ومن كروس. وطبعا كل واحد بيسافر فرنسا بيكون اوتوماتيك بينضم لنظام التأمين الصحي في فرنسا اللي هو بيكون بالمجان، لكن ممكن بعد كده تعملوا حاجة اسمها ميتويال اللي هي بتكون برضو في التأمين الصحي عشان يغطي لكم التأمين الصحي لحد 100%. زي ما قلت من شوية ان انتم ممكن تقدموا على منح للدراسة في فرنسا، مش شرط ان انتم تسافروا على نفقاتكم الشخصية. اهم حاجه ان انتوا تشوفوا الكتالوج بتاع كامبوس بورس، واللي ما خدش البروشير بتاع كامبوس بورس ممكن بعد البرزنتيشن يقدر يشوف الستاند بتاع كامبوس فرانس وياخد من عليه البروشير. ده كتالوج بيديكوا فكره عن كل برامج المنح المتاحه للدراسه في فرنسا. طبعا هي في منح قليله جدا او شبه مش موجوده قوي للمستوى الليسانس او الباتشلر، بس اغلب المنح بتكون للماجستير والدكتوراه في فرنسا. أشهر برامج المنح دي هو برنامج رفاعة الطهطاوي، ودي منحة الانستيتيو فرانسي اللي بيقدمها لدراسة الماجستير في فرنسا، وبالتحديد للسنة الثانية للماجستير في كل مجالات الدراسة. وطبعا لازم الأول تقدموا على جامعة في فرنسا عشان تقدروا بعد كده تقدموا على المنحة بتاعة الطهطاوي اللي بتفتح كل سنة تقريبا في شهر مارس. كمان منحة إيفال أو بورس ديكسلونس إيفال دي بتبقى منحة الحكومة الفرنسية، ويكون في مجالات معينة، وممكن تغطي لكم أول سنة في الماستر أو تاني سنة في الماستر اللي هي بنسميها M1 و M2، وكمان ممكن تغطي لكم سنة في دراستكم للدكتوراه في فرنسا. تقدروا أن تقدموا عليها من خلال الجامعات في فرنسا، يعني لازم الجامعة في فرنسا هي اللي تبعت الملف بتاعكم للمنحة بتاعة إيفال عشان تقدروا تقدموا عليها. كمان في منح بتقدمها الجامعات في فرنسا، جامعة زي باريس ساكلي، جامعة زي غرنابل، دول بيقدموا المنح بتاعتهم، بس لازم طبعا تكونوا هتدرسوا ماستر أو ليسانس في الجامعة دي علشان تقدروا تستفيدوا من المنحة. كمان في برامج إراسموس بلس، وبرامج إراسموس دي بتبقى برامج منح على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، مش بس على مستوى فرنسا. يعني بيكون البروجرام بتاعكم في أكتر من دولة أوروبية، مثلا بيكون في فرنسا وإيطاليا، في أسبانيا، ممكن حتى يكون السنة الدراسية الواحدة السمستر الأول في بلد والسمستر الثاني في بلد تاني.
واخر حاجه ممكن برضو نقدمها اللي لسه قلتها لكم من شويه اللي هي الاكزونراسيون او الاعفاء من المصاريف، وده الانستيتيو فرونسي وكامبيس فرانس ممكن يساعدكم انتوا تحصلوا على اكزونراسيون لو الجامعه مصاريفها بتطبق الزياده اللي هي الجديده اللي هو في حدود 2700 يورو او 3700 يورو، او الجامعه نفسها تقدر تديكوا اكزونراسيون لو انتوا اتقبلتوا فيها، ممكن تبعتوا تطلبوا منهم، وساعتها كل جامعه ليها حق ان هي تدي اكزونراسيون لحد 10% من الطلبه بتوعها. دلوقتي هنكلمكم على ازاي تعملوا سي في ولاتر موتيفاسيون اللي هو يعتبر من اهم الورق المطلوب في التقديم بتاعكم. هسيب اريال يبتدي الاتelier وبعد كده هنرجع تاني نكمل. شكرا آية، ميرسي. ممكن ابتدي شويه بالعربي، ولو مش قادر ممكن سويتش على الفرنسي، تقول لي لو ما تفهموش حاجه ممكن بالفرنسي احسن. فهنعمل الوركشوب دي، واكيد عايز منكم انه لو عندكم اي اسئله اي حاجه ممكن تسالني بالعربي الفرنسي، ممكن نكمل كده ونتكلم عادي، يعني احنا مش كتير فبراحتك. في 3 أجزاء. ابلكيشن فايل أول حاجة هنتكلم فيها بشكل صغير كده عشان مش كومبلكس قوي، وبعدين هنتكلم شوية أكتر عن سي في وكوفر ليتر أو موتيفيشن ليتر أو خطاب التحفيز. وأكيد السي في والخطاب التحفيز حاجة مهمة جدا ومتماشي مع بعض. لازم تفتكروا على الأوراق دي مع بعض، بس نتكلم على كده شوية بعدين. ابلكيشن فايل زي ما انتم عارفين، لو تقدموا على برنامج دراسة أو برنامج منحة أو على البلاتفورم علشان تسافر فرنسا في إطار الدراسة، عندك لازم تقدم مع سي في يعني السيرة الذاتية وخطاب التحفيز، بس أكيد عندكم دايما أوراق تانية، وهي الترانسكريبتس بتاع الجريدز بتاعك في الجامعة، الشهادات اللغة، الاي دي، الباسبورت، حاجات زي كده. فلازم دايما تقدم ملف كده مع من 5 لغاية 15 أوراق، ولازم تبعت لها على إيميل. وأنا أخذ مثال منها تحتوي علشان إحنا نشتغل فيها بالذات، وفي أكثر من 10 أوراق لازم تقدمها وتبعت لنا. أول حاجة لازم تقدم الأوراق دي بشكل واضح وبالترتيب ومنظمة، علشان احنا بنشوف في مثلا في تحتوي عندنا أكثر من 200 ملفات في شهر كده. لو الملف مش بالترتيب، مش واضح، مش كلير كده، احنا ما بنتراكش عليه اصلا. فحاجه صغيره وسهله ويعني اكيد نتفرج عليه، مش بس هيتفرج عليه مع يعني ويكون اصلا مش شويه متضايق ماشي. لما تعمل ملف بتاعك او الترشح كده لازم تفتكر دايما على الهد اللي بيقرأ بعدين، اوكي؟ ولازم تبقى سهله وواضحه. فحاجه سهله جدا. وعلى فكره ناخد هنا كل المثال تشوفها في البرزنتاسيون دي هي مثال من ناس اللي خدتوا منها تحتوي السنه اللي فاتت. احنا ما عملناش حاجه من الطلاب نفسها، مش بيرفكت اكيد، بس هم خدتوا منها تحتوي مع الملفات دول، اوكي؟ حاجه رياليستيك يعني شويه. تقدم الملف زي دي. اول حاجه الصفحه الاولى منها تحتوي الفيجوالز، مش محتاج يعني في كده اشكال ممكن تقدم الملف مش شكل واحده.
وبعدين قائمة الأوراق المطلوبة والصفحة التالية. يعني أنا لو بدور على أوراق ألاقيها على طول، مش محتاج أدور عليه، مش صعب. حاجة تانية زي كده كمان الاسم، الموضوع، قائمة الأوراق المطلوبة كده. في أسئلة على الملف، على تقديم الملف. حاجة بسيطة فعلا، مش محتاج أي تشريح أظن. أوكي. Aya, tu vas ajouter quelque chose sur ça? Non, c'est bon. Si tu veux faire un petit peu cette démonstration. Ok. سيرة ذاتية والخطاب التحفيز نفس الهدف، وعشان كده نفتكر ونعملها مع بعض يعني في نفس الوقت. عشان في سيرة ذاتية وخطاب التحفيز أهم حاجة عايز تلاقيها هي التناسق ما بين دراستك في مصر أو من قبل يعني، وخبرتك ومعاملتك في الماضي، الحاجات اللي عايز تعملها تقدم على إيه؟ على ماستر، على منحة، على شغل، أي حاجة. وآخر حاجة المشروع المهني أو المشروع المهني والمشروع بتاعك على المدى البعيدة. لازم كل ده تبقى بالتناسق مع بعض. اوكي. ولما نتفرج ونقرا الخطاب التحفيز والسيره الذاتيه لازم تظهر كده انه مسارتك منطقي وواضح، واحنا عارفين عايز ايه، تيجي منين، والماستر دي او البرنامج دي او الشغل دي هتساعدك ازاي علشان تحصل على المشروع المهني أو المشروع بتاعك على المدى البعيدة. أوكي؟ دي الفكرة يعني المهمة والرئيسية بتاع السيرة الذاتية وخطاب التحفيز. هنشوف مع بعض إزاي ممكن نراجع على في السي في والليتر دو موتيفاسيون بالتفاصيل. فوالا. حاجة من الحاجات المهمة في شكل السي في بتاعكم إن هو لازم يكون الكلام بتاعه صح، ما ينفعش يكون فيه غلطات يعني سواء بالإنجليش أو بالفرنسي، ما ينفعش يكون فيه غلطات في السبيلنج أو في الأوتوغراف بتاعكم. لازم كل بارتي تبقى واضحة، لازم يبقى شكل الكلام مظبوط، يعني لو مستخدمين خط واحد لازم يبقى الخط واحد كله في السي في، لازم يكون المارج بتاعته مظبوطه، ما ينفعش يبقى السي في بتاعكم رايح جاي، ما ينفعش يبقى فيه حاجه مش واضحه موجوده في السي في، عشان ده بيبقى كانه العنوان بتاع الشخص اللي مقدم. فانا بمجرد ان انا هبص على السي في هاخد فكره على الشخص ده، وهو اللي هيديني اهم المعلومات اللي انا عايز اعرفها من الشخص. فالسي في مش حاجه تتعمل وانتوا كده بسرعه، السي في خدوا وقتكم فيه، ركزوا فيه، خلوا حد يقراه بعد ما انتوا تعملوه يصلح لكم اللغه، وخلوا ان كل حاجه تبقى واضحه. طبعا اول جزء في السي في ممكن لو انتوا عايزين تحطوا صوره حطوا، بس دي مش حاجه اوبليجاتوار خالص، مش لازم تحطوا صورة، ولو هتحطوا صورة لازم تحطوا صورة بروفيشنال، علشان في ناس بتحط صور واخدين بوز وبتاع وفيسبوك وكده، لا يعني لازم الصورة تبقوا حاطينها تكون صورة كويسة والكواليتي بتاعتها كويسة، أو ما تحطوش. لازم يبقى الاسم بتاعكم واضح، يبقى مكتوب بنفس الطريقة في كل ورق اللي هتقدموه، مش كل دوكيومنت انتم مقدمينه اسمكم فيه حاجة شكل، علشان احنا عندنا في النظام المصري بيبقى ممكن عندكم كذا نوع، فلازم ان انتوا تختاروا نوع معين يبقى هو اللي موجود في كل الورق بتاعكم. تاريخ ميلادكم يبقى واضح زي ما مكتوب في الباسبور، والميل بتاعكم يكون مكتوب صح، وممكن تحطوا كمان رقم التليفون بتاعكم والعنوان. ده أول جزء، وده جزء بديهي جدا هي المعلومات الشخصية. في الجزء الثاني المهم جدا هو الجزء الخاص بالدراسة بتاعتكم، كل الشهادات اللي انتوا حصلتوا عليها او انتوا اوريدي بتحضروها دلوقتي، لازم كل شهاده تبقى واضحه، يعني السنه اللي حصلتوا فيها على الشهاده دي، الجامعه اللي حصلتوا منها على الشهاده، واصلا الشهاده دي عباره عن ايه، ليسانس، ماستر، دكتوراه، هل اخدت دبلوم معين، كل ده لازم يبقى اسمه واضح، اسم الجامعه، وكمان
يفضل تحطوا المعين او البورسنتاج بتاعكم لو كان كويس. لو كمان عارفين الكلاسمون بتاعكم، لو حد مثلا من البروميير بروموسيون بتاعته كمان ممكن يحطوا في الجزء ده علشان اتيغ الاتنسيون بتاع الشخص اللي بيبص على السي في ده للحاجات اللي انا فيها عارف ان مستوايا كويس. كمان ممكن ان انا بعد كده لو في اي يعني كورسات او حاجات عملتها عايزين تحطوها برضو تقدروا تحطوها. في كمان الجزء اللي خاص بالباركور بروفيسيونيل بتاعكم، يعني لو انتوا عملتوا ستاج، لو اشتغلتوا، لو عندكم اي اكسبيرينس بروفيسيونيل برضو بتحطوها. طبعا ما بتكتبوش تفاصيل قوي عن كل التفاصيل اللي انتوا عملتوه في الستاج ده، بس اهم حاجه اكتبوا اسم الشركه، الوظيفه بتاعتكم في الستاج كانت ايه، الاسم بتاعكم، وكمان ممكن تحطوا بوان بسيطه عن اهم التاش اللي عملتوها، واهم حاجه المده او السنه اللي انتوا عملتوا فيها الستاج دي، علشان في الاخر برضو لما انا ابص على السي في بتاعك ابقى عارف انت عملت ايه. يعني مش مجرد انك رحت انترنشيب عشان تبقى كتبته في السي في وكنت مثلا رايح تصور ورق، لازم يبقى في تاسك معينه او في حاجات معينه واضحه في السي في بتاعكم. اوكي bah c'est ça oui. الجزء الأربعة هي بقى السكيلز والكومبيتنس، ودي اتهت عليه ايه معظم الوقت اللغة، وانتوا اكيد يعني اللغة مهمة علشان تقدموا على برنامج دولية، فاكيد تتكلموا الانجليز، العربي، الفرنسي، ومستوى ايه، وشهادات باللغة ايه، سيرتيفيكاسيون دالف ده توتا هنا يعني في الأربعة. والاي تي سكيلز انفورماتيك، لو تسيطر على سوفت وير معينة، فوتوشوب مش عارف ايه حاجة كده، ولو مفيد بالنسبة الدراسة، برنامج الدراسة اللي تقدم عليه أكيد. ولا وكمان في ممكن سكيلز تاني تهت 5 و ne pas confondre les deux entre compétences et activités. Compétences, c'est vraiment des compétences concrètes, les langues, l'informatique, d'autres compétences. Activités, souvent, il faut faire attention, dans la culture française du CV, on ne fait pas trop comme les Anglais à mettre des compétences très générales et très vagues du genre leadership skills, communication skills. On peut, mais il faut faire attention. Un Français ou une Française qui lit ça n'est pas particulièrement convaincu par ce genre de compétences. Vous pouvez mettre là des choses concrètes. حاجة ملموسة زي مثلا عملت رياضة كرة أو أي رياضة من 10 سنين وحصلت على يعني بطولة وطني ولا عالمي ولا حاجة كده، أكيد أتواتها هنا في أكتيفيتي، ده حاجة مهمة عشان ده جزء من شخصيتك ونشوف أنت مين كده. Ça c'est très important bien sûr. رياضة، الفن تبتدي بالحديث، اوكي، ومش العكس، اوكي. ممكن نتفرج على مثال تاني من السي في، انجليز كمان خط تحتوي، حاجة مختلفة جدا من الأول أكيد، بس لو تتفرج بالتفاصيل هتلاقي نفس المعلومات: presentation, work experience, education, skills, activities، وبشكل واضح وكل مكان مستخدمة، ومش صعب إنه ألاقي معلومات يعني كده، أوكي؟ فأكيد ما فيش شكل واحدة ممتازة كده، في أكثر من أشكال وكويسة جدا، من السهل جدا للحاجة الأصعب على فوتوشوب، على أدوبي إليستراتور، أوكي، بس ممكن تعمل سي في ولتر دو موتيفاسيون كويسة جدا دي مثلا على وورد، على حاجة يعني ببلاش، مش محتاج أدوبي إليستراتور، مش محتاج حاجة جرافيك ديزاين، لا، ده على وورد كلاسيك يعني. دي على حاجة تانية ممكن أصعب بس ممكن تعملها كمان، أوكي؟ cover letter. الكفر ليتر او الموتيفيشن ليتر او كومون دي ان فرونسي لا لتر موتيفاسيون، هو
من اللي بيكون ليه هدف معين. يعني انتوا بتقدموا على مثلا دراسه الماجستير في فرنسا، فالهدف الاوبجيكتيف من اللتخ ده ان انتوا فوق بتقدموا على بروجرام اسمه كذا في جامعه كذا، وده بيكون الهدف اللي انت عامل منه السي في. بيكون عكس الموتيفاسيون، بيكون عكس مثلا لو حد بيقدم على شغل هيبقى الهدف منه مختلف. هو حد بيقدم على شغل، حد بيدور على ستاج، حد بيقدم على منحه، لازم الاوبجيكتيف بتاعه يكون واضح. اللتخ موتيفاسيون ده معمول ليه، ولازم انه يكون في ترتيب لوجيك للتخ موتيفاسيون بتاعكم، اللي هو زي ما اريال كان بيشرح في الاول، هو بتحاولوا تربطوا الاكسبيرينس بتاعتكم بالحاجات اللي درستوها والحاجات اللي عايزين تعملوها، علشان كمان في بتكونوا حاطين الحاجات الريليتد اكتر بالمجال اللي انتوا عايزينه ده. يعني تركزوا على الحاجات اللي انتوا درستوها قريبه مثلا من البرنامج اللي انتم مسافرين تدرسوه في فرنسا، الحاجات مثلا اللي انتم عملتوا فيها تريننج او انترنشيب وكانت في مجال قريب من المجال اللي انتم هتسافروا تدرسوا فيه، او الشغل اللي انتم بتقدموا عليه. شو على دي لا فده مثلا شكل موتيفيشن ليتر او لتخ موتيفاسيون. هو في اغلب الاحيان يفضل ان هو يكون صفحه واحده، علشان الشخص اللي بيبص ما يتوهش منكم، ما يقعدش يقرا تفاصيل كتيره، فتكون كل المعلومات واضحه قدامه بشكل منظم زي ما انتم شايفين كده. المارج بتاعه اللتر واضحه، الفونت واحد في كل اللتر، الخط مظبوط، الانترليني واحد، وكل حاجه من غير ما اقراه. انا بالنسبه لي ده شكل لتخ موتيفاسيون ما فيهوش اي حاجه متلخبطه. الدات مكتوب فوق، المفروض ان الجزء اللي على الشمال ده بيكون فيه اسمك والكونتاكت بتاعك والتاريخ الميلاد والعنوان، زي بالظبط الجزء الاول اللي كان في السي في. تاريخ ان انت بتعمل فيه اللتر ان كان التاريخ مش مهم، والاوبجيكتيف بتاع او الاوبجي بتاع اللتخ موتيفاسيون بتاعك. هنا مثلا ده كانديداتور بور لا بورس طهطاوي اون ماستر 2، وكاتب اسم الماستر واسم الجامعه اللي هو رايح. وبعدين بيبقى فيه فورمي دو بوليتيس في الاول عادي، اللي هو الجمله اللي بنحطها قبل ما نبتدي لتخ دو موتيفاسيون بتاعنا، ومسيو مدام. بعد كده ببتدي اللتخ بتاعي. اول جزء فيه هو بيبقى يعتبر جزء انترودكسيون او جزء مقدمه عن نفسك. طبعا ما بنبقاش فيه رغي كتير او تفاصيل كتيره، بس لازم تعرف انت مين، بتدرس ايه او بتشتغل ايه او بتعمل ايه دلوقتي، علشان انا بس اول ما افتح اللتخ موتيفاسيون كده اشوف ان ده شخص باعت لتخ موتيفاسيون علشان هو دلوقتي بيدرس مجال كذا وعايز يسافر في الجامعه الفلانيه علشان يكمل فيها الماستر. انا خلاص كده بالنسبه لي اول جزء ده انا عرفت ده مين وبيقدم على ايه. دي اهم جزء في اول حته، ما تبقاش حته طويله، بتبقى زي ما انتم شايفين كده مجرد سطرين 3. بعدين بقى نيجي للجزئين اللي في النص، وهم دول اهم جزئين في اللتخ موتيفاسيون بتاعكم، اللي هو بيكون اول حته انا بعرف انا ليه انا تاخدوني في الماستر ده، ليه تاخدوني في الشغل ده. وده الاساس منه ان انا اكلمه عن الباك جراوند بتاعتي او عن الاكسبيرينس بتاعتي اللي قبل كده، سواء في الدبلوم، سواء كل ما هو دراسه او كل ما هو شغل. يعني انا مثلا لو بقدم على ماستر مثلا في دومين السيونس بوليتيك، هقول له على مثلا لازم حاجه سبيسيفيك، هذا مثلا على ريلاسيون انترناسيونال، هقول له كل حاجات من اللي انا درستها في مجال الريلاسيون انترناسيونال، علشان ابين له ان انا عندي اوريدي باك جراوند عن الموضوع، واوريدي بدرس المجال ده، واوريدي عايزه اكمله. كمان لو عملت ستاج او شاركت في اي ايفنت ريليتد بالدومين ده، برضو بعمل لها منشن علشان اتير اتونسيون الشخص اللي هو بيقرا ده. مش زي السي في انت بتحط تقريبا كل الستاج اللي انت عملتها. هنا سي با لا بين ان انت تعمل ريبيتيسيون مره ثانيه لكل الحاجات اللي انت عملتها. انا اوريدي قريت السي في، فهنا انت هتعمل فلتر، هتختار اهم الشهادات، اهم الستاج، اهم الورك شوب اللي انت رحتها اللي قريبه من المجال ده، علشان الشخص اللي بيقرا يشوف ان انت شخص عارف، عندك باركور لوجيك، بتختار الحاجات اللي انت عارف ان هي en relation مع اللي انت عايز تعمله بعد كده. Tu veux continuer? حاجة صغيرة إنه عشان الأصعب أكيد في اللتر دو موتيفاسيون هي الجزء في الوسط دي الكونتنت، الجزء اللي فيها تكتب التحفيز بتاعك، كتاب التحفيز.
لازم تفتكر خطة، لازم تفتكر باراجراف واحد على كلام ايه، اثنين عمل ايه، الثالث عمل ايه، وكل باراجراف ليها فكرة رئيسية. اوكي؟ ده هتساعدك علشان تلاقي افكار، تلاقي حاجة تكتبها، ودايما تفتكر على زي ما قلنا التناسق ما بين دراستك من قبل، خبرتك في الماضي، الحاجة عايز تعملها دلوقتي، انت تقدم على وتعمل لتر دو موتيفاسيون على ايه؟ على ماستر، على برنامج دراسة، على منها كده، واخر حاجة على يعني المدة البعيدة مشروع مهني ازاي دي تندمج في مشروع مهني بتاعك. فحاجة بسيطة، مش الحالة الأولى، بس ممكن أول باراجراف تكتب على حاجة عملتها قبلها، الباك جراوند بتاعك، وإزاي أنا عندي السكيلز علشان أعمل الماستر دي بشكل كويس مثلا. باراجراف تاني تتكلم على الماستر أو على البرنامج. أنا أعرف الماستر، أنا رحت على أنا دخلت على الويب سايت، أنا عارف الدرس، أنا عارف إيه الستاج، الأستاذ، الحاجات، يعني تبين إنه أنت عارف الحاجات اللي أنت تطلب. وباراجراف ثالث شوية بعيد تتكلم على مشروع المهني بتاعك. اوكي؟ والناس اللي بتتفرج على اللتر دو موتيفاسيون لازم بيفهم انه منطقي انه تسأل على ده، عشان عملت دي انت عارف الماستر، والماستر او اي حاجه هتساعدك علشان تحصل على مشروع مهني بتاعك. عايز تفتح شركات، عايز تشتغل في وزارات، عايز تشتغل في منظمات الدوليه، حاجات زي كده. اوكي؟ فدي مثلا اول حاجه الماضي، تاني حاجه النهارده، وثالث حاجه المستقبل. دي منطقي واضح، الناس بيفهمك مثلا. اوكي؟ شكل تاني من لتر دو موتيفاسيون سهل جدا، بس كمان نلاقي كل المعلومات اللي قلناها. اول حاجه البرزنتاسيون، دو المقدمه، ثلاث الكونتنت، الباراجراف، الثلاثه باراجراف او اثنين، ممكن تبقى اثنين مش شورت، واربعه كمان البوليتيس، حاجه محترمه اللي تقول je vous présente mes sincères salutations, je vous remercie et votre nom, votre prénom. اوكي؟ في اسئله على دي، على خطاب التحفيز؟ Oui. La présentation, on ne l'envoie pas, non, malheureusement, puisque c'est des vrais dossiers. On va faire bientôt un dossier où on va présenter, on va vous donner ces éléments-là, mais il faut flouter des choses parce que c'est comme on l'a dit, c'est des vrais dossiers. Donc on ne peut pas la présenter comme ça. Voilà, je suis désolé. D'autres, ou Aya, tu vas rajouter quelque chose sur ça? Non, c'est bon. Juste vous avez des questions en français, en arabe, oui. Même pour la partie sur les études en France. Allez-y, oui. تفضلي. عادة في مصر بيكون الدراسة البكالوريوس أو الليسانس 4 سنين أو كمان 5 سنين. فرنسا النظام مختلف، فرنسا الليسانس بيكون 3 سنين بس، فبالنسبة لهم الماجستير بيبقى سنتين M1 و M2 بس. لأن احنا في مصر بنكون درسنا 4 أو 5 سنين، الطلبة تقدر تقدم دايركت على M2. فممكن لو حضرتك هتكملي نفس مجال الدراسة مش هتغيريه وهتقدمي في يونيفرسيتي، مفيش مشكلة تقدمي على طول على M2. بتكلم لو أنا هغير مجال الدراسة، لا ساعتها مش هينفع غير ان حضرتك تقدمي بس على منحة تطوي في M2 بس. ممكن منحة زي إيفال أو أي منحة تانية حضرتك تقدمي فيها على M1. يعني كده منحتين، لازم أخلص M1 الأول وبعد كده أدخل من خلالكم أو من خلال منحة تطوي على M2. بالظبط. ميرسي يا فندم. نعم.
هو التقديم على الايميل والتقديم بيكون يعني للبورس لوحدها وللكليه لوحدها ولا نفس الابلكيشن؟ بتتكلمي على التقديم للمنحه وتقديم للجامعه صح؟ كل حاجه لوحدها. تقديم للجامعه يا اما في جامعات بتقبل التقديم دايركت بتبعتي لهم وتشوفي معاهم، يعني بتقدمي من خلال كامبيس فرانس ده بيبقى ليه تواريخ معينه على البلاتفورم ايتيودون فرانس. ممكن تبقى ساعتها تبعتي لنا ميل على كامبيس فرانس او تجي لنا على الستاند بعد البرزنتاسيون اشرح لك بالظبط ديمارش التقديم. بالنسبه للمنحه لما التقديم بيفتح على حسب هي انهي منحه، بنتكلم عن منحه طهطاوي غالبا التقديم بيفتح غالبا في شهر مارس، دي يبقى في ابلكيشن بتمليها اونلاين زي جوجل فورم، بعد كده بقيه الورق بيتبعت باي ميل. الاثنين بيمشوا باراليل، يعني ما ينفعش تقدمي على منحه من غير ما تكوني اصلا مقدمه على جامعه. فالاول بنقدم على جامعه وبعدين بنقدم على منحه. تمام. طيب بالنسبه للانترنشيبس او كده لحتى اللي هو حد لسه ما اتخرجش، في حاجه شبه كده او تريني شيب؟ ده انت عايزه تقدمي يعني على انترنشيب؟ Pouvez voir sur France Alumni par exemple? Oui, France Alumni. عايز في مجال ترادكسيون. ترادكسيون وعايز تلاقي فرصة تدريب حاجة. تدريب حاجة كده. اوكي. في كده موقع اسمه فرانس ألومني ونحط عليه كل فرصات تدريب وعمل بالذات للطلاب الفرنكوفون أو اللي خرجوا من شهادات فرنسية في مصر أو اللي سافروا في فرنسا، وهي فرانس ألومني إيجيبت، وهي منصة على الإنترنت، وكمان ممكن أسهل بالنسبة لكم صفحة فيسبوك يا فرانس ألومني إيجيبت، تلايكها ونطلع فرصة تدريب، نطلع فرصة عمل. أكيد ما عندناش 100 فرصة تدريب كل شهر، بس في كده حاجات. في مجال الترادكسيون كمان الUFE Université Française d'Égypte عندها بارتنرشيب مهمة جدا ومن زمان وشغال كويس جدا مع الOMS WHO هي ال World Health Organization، وهم بيعملوا ستاج الطلاب اللي بيدرسوا في جامعة لونغ ابليكي في الترجمة في اليونيفرسيتي فرانسيز ديجيبت، هم عندهم فرصة تدريب وبعدين فرصة عمل في ال WHO، وال WHO هي أصلا حاجة تبع ال ONU، United Nations، الأمم المتحدة، فوالا بالضبط. فبعدين لو تشتغل في WHO ممكن تشتغل في أي جزء تانية من الاتحاد من الأمم المتحدة، فممكن تتفرج على ده. وكمان آخر حاجة على فرانس ألومني عندنا بارتنرشيب مع IOM International Organization for Migrations كمان تبع الأمم المتحدة، وهم بيدوروا كتير على مترجم في الفرنسي العربي، عشان الفرنسي زي ما انتم عارفين أهد من اللغة الرسمية في الأمم المتحدة مع الإنجليز الاثنين. فكل الأوراق بتاع الأمم المتحدة لازم شرط، يعني شرط قانوني، لازم تبقى مترجم بالفرنسي كمان، ففي فرصة عمل كتير بالفرنسي. ثانك يو. بس في سؤال كمان، هو انا اصلا الباتشلر ديجري بتاعتي انجلش، اوكي، وبدرس لونج ابليكي بس في جامعه اسكندريه. وي فعادي هلاقي برضو فرص او كده، ولا هي بس بتبقى مثلا بارتنرشيب مع جامعه معينه؟ البارتنرشيب بين اليونيفرسيتي فرانسيز ديجيبت وال WHO مثلا ده حاجه خاصه لليونيفرسيتي فرانسيز ديجيبت، لازم تبقى طالبة في اليونيفرسيتي فرانسيز ديجيبت علشان تحصل على فرصة تدريب دي. بس لو انت عندك شهادات من جامعة اسكندرية كده أكيد ممكن تقدم. كل اللهجات في على فرانس ألومني مثلا مفتوح لكل الناس، يعني مش شرط تبقى في جامعات دي وجامعات دي. ميرسي. De rien, de rien. Ouais.
اوكي فوالا اخر حاجه بنعمل يعني كل سنه منتدى لطلاب كبيره زي دي بس بشكل اكبر علشان ما فيش بس الشهادات الفرنسيه في مصر بس في كمان جامعات فرنسيه اللي بيسافر مصر وبتيجي هنا وده في القاهره ومنتدى لطلاب كبيره كل سنه عندنا اكثر من 1000 طلاب بيجي كل سنه في يومين فلو انتوا مهتمين بالسفر فرنسا على طول مش بس شهادات فرنسيه بمصر تابعونا على السوشيال ميدياز انستيتو فرنسي ديجيبت فرنسا الومني ايجيبت وكامبوس فرانس ايجيبت بالذات تابعونا وتبقى عندكم كل المعلومات على تشوز فرانس 2022 اللي هتبقى في تقريبا شهر 10 اللي جاي في القاهرة وهنا هيكون نفس النظام بس بشكل أكبر مع جامعات فرنسية يعني على طول هم بيجي مصر فوالا أسئلة تانية على البرزنتاسيون كل البرزنتاسيون ممكن جزء من البرزنتاسيون ممكن برضه لو عندكم اسئله احنا لسه موجودين بره على الستاند بتاع كامبوس فرانس وفرانس الومني تقدروا لو عندكم اي سؤال تجولنا على الستاند وتاخدوا كمان البروشير بتاعتنا والكونتاكت بتاعنا كمان شكرا فوالا وهسيب الكلام على آخر برزنتاسيون النهارده وهي من الديبارتمون دي كور دو فرونسي اي دي سيرتيفيكاسيون فرانسيز وده دي حاجة مهمة جدا علشان زي ما انتم شفتوا كل اليوم النهارده علشان تقدم على الفيليا علشان تقدم على دراسات فرنسا علشان تقدم على برنامج منها فرنسا لازم تبقى عندك شهادة لغة دلف كده وهنشرح لك ازاي تسجل في الدرس دي وازاي تحصل على السيرتيفيكاسيون المطلوبه للسفر فرنسا او للتسجيل في شهادات فرنسيه في مصر. Voilà. Je vous laisse la parole. Alors bonjour à tous, je suis Esther Nguyendak, la chargée de mission pédagogique au département des cours et examens de l'Institut français. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre offre de cours qui s'adresse justement à vous, à notre public adulte et au public universitaire. Donc une petite introduction pour vous expliquer, pour vous dire plus en détail qui est l'Institut français. Donc, nous sommes une véritable institution francophone à Alexandrie, dans cette ville cosmopolite qui accueille près de 5000 apprenants par an. Nous avons deux valeurs qui nous déterminent principalement, c'est la qualité, avec notre équipe de professeurs qui assure un enseignement adapté aux besoins, créant une confiance entre l'administration et ses apprenants, avec une communication active et interactive en classe et hors des murs. Deuxième terme qui nous définit, c'est le dynamisme. Nos cours de français touchent un large public, de la petite enfance aux adultes, d'un niveau découverte à un niveau expert. Donc des cours qui sont dans l'air du temps, avec pour appui les nouvelles technologies et les supports audiovisuels. Donc, notre public adulte, pour notre public adulte, nous proposons des cours de français général au français de spécialité, en passant par la préparation aux examens et des formations diplômantes, grâce à nos multiples partenaires français. Donc, nous avons la Sorbonne, l'Université Lumière de Lyon, France Éducation Internationale et le Français des Affaires de la Chambre des commerces de Paris. Cela nous permet de pouvoir créer des offres sur mesure en fonction de la demande de notre public avec ses partenaires. Donc, nos offres pour le public universitaire, qui vous intéressera sûrement, ce sont des parcours diplômants, des parcours de français spécialité, du français de niveau expert et de la préparation aux examens. Donc, premièrement, nous allons vous présenter la Sorbonne. Pour les élèves qui sont intéressés par la littérature et la civilisation française, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Éducation français et le ministère des Affaires étrangères. Cela vous permet d'avoir une maîtrise de français langue étrangère qui facilite un accès aux inscriptions dans les universités françaises et francophones du département lettres et sciences humaines.
Nous avons également le diplôme du TRAFA, qui est un diplôme en lien avec l'Université de Lyon 2. C'est une formation professionnelle et diplômante de traduction qui peut mener à des débouchés de l'interprétariat et dans l'édition. C'est une offre qui permet aussi d'avoir une initiation à la traduction avant d'intégrer le parcours. L'Institut français, pour vous, peut-être que vous le savez, est le seul centre habilité à organiser des examens de langue française, des certifications qui sont reconnues, donc le DELF, le DALF, le TCF et le TEF. Nous préparons tous ces examens à l'Institut français en version intensive ou extensive, donc tout le long de l'année, avec des professeurs qui sont habilités, examinateurs et correcteurs de ces examens, donc ils connaissent ces examens sur le bout des doigts, avec un accompagnement de qualité, des méthodes, des épreuves et des examens blancs, avec un entraînement avancé, autant pour l'écrit que pour l'oral. Nous faisons également un atelier de préparation intensif à l'examen d'entrée aux filières francophones universitaires. Donc, si vous avez pour but d'intégrer la filière francophone à l'université à la rentrée prochaine, nous avons une équipe de professeurs, donc doctorants universitaires, qui vont vous préparer à passer l'écrit, donc toutes les épreuves, donc tous les exercices de l'écrit, ainsi que l'entretien avec nos professeurs qui vous permettront aussi d'avoir des examens blancs, donc vous mettre en situation d'examen. Nous proposons également le français sur objectif universitaire. Donc ça, c'est pour les élèves qui ont pour objectif de partir en France, dans des universités françaises ou dans un pays francophone. C'est une session qui vous permet de vous introduire à la vie universitaire, donc notamment sur les types de textes que vous pourriez avoir, les exercices que vous pourriez avoir dans les universités françaises, avec autant d'exigences qui sera demandé dans ces universités. Des exercices de présentation orale, donc tous les types que vous pourriez avoir dans une université française. Donc ça vous permettra de mieux appréhender votre arrivée dans une université en France ou dans un pays francophone. Et enfin, nous proposons le cours de C1 et C2. Donc vous devez savoir que la plupart des universités françaises demandent un niveau au moins de B2. Le C1 est donc un niveau confirmé, voire expert de français. Et à l'Institut, nous sommes les seuls en Égypte à proposer ce cours de C1 et C2 avec des professeurs donc, de qualité qui vous permettront d'étudier des sujets plus variés et plus minutieux, puisque le C1 est un niveau très, très exigeant. Il vous permettra d'élargir votre connaissance dans différents domaines. Et également, il intègre une préparation au DALF, donc au DALF C1, avec des exercices et des examens blancs. Donc pour conclure, l'Institut français à Alexandrie a à cœur de promouvoir la langue française à travers son offre de cours variés, dont l'expérience et la réputation n'est plus à faire. Donc pour plus de renseignements, nous avons un stand à l'entrée. Également, vous pouvez... Pédagogie. Donc, pédagogie et l'expérience sont les marques de l'Institut français. Et donc, vous pouvez nous joindre à l'email cours.alex@ifgegypte.com ou alors à l'Institut même du dimanche au jeudi de 10h à 17h30.